Tous, merci de vous être déplacés un mercredi soir par un temps ô combien agréable sous la pluie. En tout cas, c'est un honneur pour nous d'accueillir à nouveau, aurais-je envie de dire, notre M. Alain Lamassoure, ancien ministre, député européen pendant 20 ans. La dernière fois, il était venu nous parler des leçons de la crise. Et surtout, c'est un sujet ô combien d'actualité, l'Europe. Et aujourd'hui, ce sera autour de la solidarité. Une solidarité européenne est-elle encore possible? Monsieur le ministre, cher Alain, merci d'être des nôtres. Sans plus tarder, je vous cède la parole. Je rappelle juste le principe du café du forum. L'intervenant intervient, sauf avis contraire. Vous poserez vos questions à l'issue de la conférence ou si monsieur le ministre souhaite éventuellement échanger en cours, libre à lui. Merci d'être des nôtres encore une fois, monsieur le ministre. D'abord de votre invitation et puis de votre accueil. Alors, j'avais souhaité, j'en remercie les organisateurs, qui est au moins une carte de l'Europe pour qu'on sache de quoi on parle. Je ne suis pas obligé de garder ça. Voilà. Par voie d'écran. Un peu plus ouvert. Oh là là. Et si je fais ça, il faut le rallumer. Appuyez sur 0 pour afficher les... Non, il faut le rallumer là. C'est éteint. Il faut le rallumer. Bon. Bah, écoutez, on va commencer sans ça. Et puis, c'est l'ordinateur qui s'est arrêté. En fait, pardon? Non, je disais, quand on ferme le capot, ça le ferme. Ça l'éteint. Pas le fermer complètement. Politique qu'il y a 2 mois, j'ai longtemps appartenu à un parti qui s'appelait l'UDF, dans lequel le critère d'une réunion publique réussie, c'était que la seconde ne marchait pas. Nous démarrons sur les meilleurs auspices, non pas à cause des organisateurs, mais à cause de ma maladresse. Bien, mesdames, messieurs, donc merci d'être venus ce soir, et je voudrais faire en sorte que notre échange soit intéressant, et vivant, et que nous passions ensemble la meilleure soirée possible, ce qui, un mercredi de semaine, par un jour pluvieux, comme d'octobre, presque de novembre, comme le disait Aloïse Messadieu, n'est pas forcément évident. Alors, il m'a été demandé de lancer le débat sur le thème « La solidarité européenne est-elle encore possible ?» Question qui implicitement suppose qu'elle a existé et qu'elle pourrait être compromise aujourd'hui. En fait, en effet, la première chose que l'on constate lorsqu'on s'intéresse à la politique européenne, ou lorsque, en bon citoyen, comme nous sommes tous, nous suivons la politique nationale, la politique européenne et la politique internationale, nous constatons que la solidarité n'est plus, certains diront n'a jamais été, mais en tout cas n'est visiblement pas ces dernières années, la caractéristique première de l'Union européenne. Des 28 pays qui composent l'Union européenne. L'évidence de cette situation est apparue en 2015, au moment de l'exode des Syriens touchés par la guerre civile en Syrie, qui se sont précipités sur le continent européen et notamment dans les pays de l'Union, et qui a vu notamment les pays d'Europe centrale, c'est-à-dire ici la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, dit de Visegrad, parce qu'ils ont passé entre un accord il y a déjà une vingtaine d'années, à Visegrad pour essayer de se coordonner, ce qu'ils font très rarement, mais en l'espèce, sans se coordonner, ils ont eu la même attitude, et ils ont refusé, et chacun s'en est vanté chez soi, d'appliquer la loi européenne
qui avait été adopté. Alors ils étaient en minorité, donc ils avaient voté contre, mais l'Europe est un système démocratique dans lequel la majorité, ou les représentants de la majorité décident, et tous les pays, et tous les citoyens, toutes les entreprises ont l'obligation d'appliquer les décisions ainsi prises, qui consistait à répartir le flux de demandeurs d'asile à l'intérieur des 28 pays. Mais ça a été le cas le plus spectaculaire. 4 ans après, les divisions subsistent sur la manière de maîtriser les flux migratoires. Le problème syrien est derrière nous, si je puis dire, de ce point de vue-là. Par contre, nous avons constaté que derrière l'exode syrien, qui était lié à un phénomène particulier, qu'on peut espérer exceptionnel, qui était une guerre civile dans un pays important, de plus de 20 millions d'habitants, il y a des pressions migratoires permanentes, persistantes, renouvelées, et qui dureront encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, venues de l'Afrique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et face à ces pressions, les pays européens sont divisés. Mais on peut trouver d'autres exemples qui montrent le peu de solidarité spontanée entre pays européens. La Pologne s'est distinguée, pas dans le bon sens, en renouvelant sa flotte d'avions de combat, en décidant d'acheter le chasseur F-35 américain plutôt que le Rafale français ou le Tomahawk anglo-germano-italien. En ce moment même où la Turquie se lance dans des opérations militaires extrêmement violentes contre les Kurdes de Syrie, la plupart des Européens condamnent, mais la Hongrie soutient officiellement la position des Turcs. Il y a quelques années, on l'a un peu oublié, mais ça a été une décision très grave et très funeste, sans aucune concertation. La chancelière Angela Merkel a décidé de mettre fin à la production d'énergie électrique nucléaire en elle-même. Et ce faisant, elle a mis par terre toute politique énergétique commune européenne. Et elle a en fait mis par terre tous les efforts des Européens pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque les Allemands ont été amenés à remplacer cette énergie électrique qui avait des inconvénients environnementaux, mais sûrement pas ceux de produire des gaz à effet de serre, par au mieux du gaz, mais plus fréquemment, au pire, du charbon ou même de la lignite. La France qui aime à se donner en modèle, n'est toujours pas capable, 20 ans après la mise en œuvre de la monnaie unique, d'équilibrer ses finances publiques. Et malheureusement, ça n'est pas un objectif des dirigeants français actuels, et tous les Français trouvent ça d'ailleurs tout à fait normal, alors que les 2/3 des pays membres de la zone euro sont en excédent budgétaire. Nous, en France, on montre du doigt les Allemands en disant que c'est les obsédés de l'excédent budgétaire. Non, c'est des gens qui considèrent normal de financer les dépenses par des recettes équivalentes. Et que si, dans certaines conditions, on peut accepter au niveau d'un État un certain déficit, sur la longue période, il faut, comme le font les entreprises, comme nous le faisons dans nos finances personnelles, équilibrer les dépenses par des recettes. Et donc la France décrédibilise tous les conseils que l'Union européenne peut donner, et notamment dans la zone euro, à ses membres, en ne les suivant pas, en faisant valoir qu'il y a une exception française. Les Pays-Bas ont porté un très gros coup. On l'a complètement oublié, ça. Je cite des exemples dont certains sont connus, dont d'autres sont oubliés, mais qui malheureusement concourent à la même impression. Il y a 3-4 ans,
ont porté un coup très dur à des efforts de politique étrangère commune de l'Union, notamment pression sur la Russie au moment où elle avait avalé la Crimée et voulait absorber une partie de l'Ukraine. L'Union européenne avait décidé de passer un accord économique avec l'Ukraine, le pouvoir à Kiev, qui luttait y compris militairement contre la Russie, et le Parlement néerlandais a voté contre la ratification de cet accord, paralysant pendant quelque temps cet accord. Et on a même vu en Belgique, pays fondateur, et dont la capitale nationale, Bruxelles, est également capitale de l'Union européenne, le Parlement wallon, la Belgique est un pays fédéral, qui est en fait en voie de divorce lent. La Wallonie, la partie francophone, le Parlement wallon, avec une majorité pourtant socialiste d'un parti socialiste wallon qui est historiquement un des partis fondateurs de la communauté européenne, mettre à bas la politique commerciale de l'Union européenne, qui est la première politique commune qui date de 1958, en s'opposant au traité de commerce passé avec le Canada, qu'on appelait le CETA. Enfin, last but not least, les Anglais expriment leur solidarité en partant. Et donc, l'égoïsme national aveugle est le sentiment le mieux partagé dans les 28 pays qui composent actuellement l'Union européenne. Alors à ce stade, si je sais faire marcher ce machin, oui, on ne sait jamais. Oui. Ah oui, ça marche. Voilà les 28 pays. Vous voyez, 28 pays, c'est-à-dire quasiment tout le continent européen, sauf la Norvège, qui est un cas assez curieux, parce que la Norvège a signé 2 fois son adhésion à la communauté européenne, et à chaque reprise, le peuple, par référendum, a refusé. Alors, en fait, tant que les Norvégiens auront le pétrole, surtout le gaz de la mer du Nord et du saumon, ils refuseront d'entrer. Le jour où ils seront ruinés, ils nous rejoindront. Et puis, il y a la Suisse. Il y a la Suisse, et maintenant que le secret fiscal n'est plus possible, et le secret bancaire, il n'est pas exclu que les Suisses finissent par changer d'avis. Enfin, peu importe. Nous nous portons bien sans les Suisses se portent bien sans nous. Les problèmes que nous aurons traités dans les années qui viennent, pas tout de suite, dans les années qui viennent, c'est dans la partie sud-est, en jaune et en marron, les pays balkaniques issus de l'explosion de l'ancienne Yougoslavie, qui sont demeurés dans un état chaotique, qui rêvent d'entrer dans l'Union européenne et que nous maintenons en dehors de l'Union tant qu'ils ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Donc, égoïsme national aveugle est le sentiment le plus répandu. Et pourtant, le chacun pour soi n'est plus une option. Et donc la question, est-ce qu'une solidarité est encore possible? De toute façon, elle est nécessaire. Et personne ne peut le contester. Même ceux, les partis politiques, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui mettent en cause l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ou son fonctionnement, ou ses compétences, sont obligés de reconnaître que face à un certain nombre de problèmes contemporains, nous sommes condamnés à la solidarité européenne. Alors qui peut prendre des formes très variées, mais nous y sommes condamnés. À l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. À l'intérieur parce que, après 70 ans de construction européenne, mine de rien, nous allons commémorer l'année prochaine, en 2020, le 70e anniversaire du fameux discours que Robert Schuman, à l'époque ministre des Affaires étrangères
sous la 4e République, avait prononcé au Quai d'Orsay, au salon de l'horloge du Quai d'Orsay, qui proposait la première étape de ce qu'a été la construction européenne, c'est-à-dire la mise en commun du charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne et 4 autres pays, ce qu'on appelait le pool charbon-acier, qui ensuite a donné lieu au marché commun, puis à l'espace unique, puis à la monnaie unique, etc. Et donc en 70 ans, la communauté de vie est réalisée. Nous vivons ensemble. La libre circulation des produits, des services, des capitaux, des personnes, les règles de copropriété commune. L'Union européenne, c'est une copropriété, et même une colocation dans la copropriété. Les règles de tout un grand espace commun qui fonctionne depuis maintenant, c'est à peu près achevé depuis un quart de siècle, y compris avec la monnaie commune, l'euro. Avec les mêmes normes techniques et environnementales que doivent appliquer nos entreprises, en Lituanie, comme en Pologne, comme en France, en Allemagne, encore au Royaume-Uni actuellement, ou en Irlande ou en Bulgarie. Avec la libre circulation des personnes, la reconnaissance mutuelle des diplômes, qui fait qu'un diplômé français ou un artisan français qui a un CAP peut voir ce diplôme ou ce certificat reconnu dans les autres pays, ce qui n'existe pas aux États-Unis d'Amérique. Si vous êtes plombier dans le Nebraska, vous n'êtes pas autorisé à être plombier au Texas. La communauté de vie est réalisée entre nos entreprises et entre nos citoyens. Et le Brexit est de la preuve par l'absurde qu'une fois qu'on est entré dans l'Union européenne et qu'on y a vécu pendant 46 ans, ça aurait été au total les Britanniques, s'ils partent le 31 octobre prochain, c'est quasiment impossible de sortir. Pour prendre une comparaison qui n'est pas très poétique, d'ordre gastronomique, quand vous avez fait une omelette, vous pouvez ne pas digérer l'omelette, mais vous ne pouvez pas récupérer les œufs. Et le Brexit est une tentative pour récupérer un œuf, alors un œuf qui n'a jamais été complètement dedans. Comme l'a dit avec humour le député Jean-Louis Bourlange, qui a été mon collègue au Parlement européen, les Britanniques se sont toujours débrouillés pour avoir un pied dedans et un pied dehors, et avec le Brexit, ça sera le contraire. Donc, bon, ils espèrent y arriver, ils n'y sont pas sûrs, et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis le Brexit, plus aucun pays n'a envie de sortir de l'Union. Parce qu'on voit bien tout ce que cela coûterait, pour certains, pas tous en termes budgétaires, mais surtout en termes de complications invraisemblables, de crise économique et d'affaiblissement durable. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de partis politiques extrémistes qui proposent purement et simplement de détruire l'Union ou que leur pays sorte de l'Union. Le Front National en est un exemple très révélateur, on n'est pas unique en Europe. Ça, c'est à l'intérieur. Mais il y a surtout l'extérieur. Tous les problèmes majeurs que nous avons à affronter aujourd'hui, en tant que France, que communauté française, sont des problèmes apportés par l'extérieur. Et ça, pour nous, ça nous perturbe beaucoup. Pour nos Français, pour les Anglais, peut-être moins les Allemands. Mais les États-Unis, ça les perturbe aussi beaucoup. Parce que, jusqu'à une période récente, les puissances occidentales, nous étions ceux qui montraient le chemin de l'avenir. Nous étions ceux qui organisions ce qu'on n'appelait pas la mondialisation, mais qui existait déjà, mais qui était tout simplement la domination du monde par les pays occidentaux. Domination à caractère politique, le modèle politique occidental était considéré comme la référence dans le reste du monde. Domination à caractère militaire, surtout après la disparition de l'Union soviétique. Et puis, domination, bien entendu, domination économique, tant que
les autres pays qu'on qualifiait avec une certaine suffisance de tiers-monde semblaient condamnés durablement au sous-développement. Et tout ça, en une vingtaine d'années, s'est complètement renversé. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des puissances extraordinairement dynamiques, la Chine étant celle qui émerge le plus spectaculairement, quelques décennies après le Japon, mais avec une capacité infiniment plus grande, mais derrière, l'Inde et d'autres pays commencent à vouloir avoir leur part au festin, et au-delà du simple développement économique, tout naturellement, de par leur poids économique qui engendre un poids politique, cherchent à avoir leur mot à dire dans la manière dont le monde fonctionne et dans les règles que l'on a appliquées. Il faut bien voir que l'on va appliquer. Il faut bien voir que entre les traités passés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place de l'ONU, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, puis les organisations qui sont mises en place à l'initiative des Européens, au moment où l'Europe avait rattrapé les États-Unis du point de vue économique et commençait à s'unir du point de vue politique, et avait déjà le prestige d'une unité qu'on croyait proche, qui ne s'est pas encore réalisée, mais qu'à l'époque on croyait proche. On a mis en place l'Organisation mondiale du commerce, dont les Américains ne voulaient pas, mais les Européens les en ont convaincus. On a mis en place le tribunal pénal international. Lorsqu'il y a eu la crise financière en 2008, à l'initiative des Européens, l'initiative d'ailleurs du président français Nicolas Sarkozy, qui présidait le Conseil européen à l'époque, on a créé le G20, c'est-à-dire le sommet des 20 pays les plus puissants du monde qui ont adopté ensemble un certain nombre de règles grâce auxquelles, dans la douleur, mais tout de même après 2 ou 3 ans, on est sorti de la crise financière, on est sorti au bout de 3-4 ans de la crise économique, et on a évité le renouvellement de la crise financière jusqu'à présent. Et puis, il y a eu les conférences internationales sur l'environnement, qui ont culminé à la conférence de Paris il y a 3 ans, en France, en Europe, où tous les Européens, coachés notamment par la France, mais pas seulement, ont convaincu le reste du monde, y compris à l'époque les États-Unis de Barack Obama, d'engager des efforts conjoints pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, jusqu'à une période récente, c'était nous, les Occidentaux, grâce au poids politique des Américains, et avec l'inspiration souvent des Européens, qui, en fait, dictions de manière indirecte, de manière plus subtile du temps de la colonisation, au reste du monde, y compris au Japon, y compris à la Chine, naturellement au reste de l'Asie, naturellement à l'Amérique latine, naturellement à toute l'Afrique, les règles du jeu mondial. Et bien aujourd'hui, c'est plus vrai. Les règles du jeu mondial, sur le papier, existent toujours, les organisations internationales existent toujours, mais le poids des Européens et des Occidentaux s'est affaibli, et lorsque dans un moment de folie nationale, ça existe, les États-Unis ont mis un clown à la Maison-Blanche, l'Occident n'existe plus. Et les États-Unis, qui ont été le principal porteur de nos valeurs communes, ne les défendent plus. Et plusieurs fois par jour, dans ses tweets, le président des États-Unis les fout le pied. Et là, on est tout seul. Et on se rend bien compte que, face à ces défis gigantesques qui viennent de l'extérieur, encore une fois, avant, nous, l'extérieur, nous, les Occidentaux, les Européens, on façonnait l'extérieur. On faisait des règles du jeu, puis après on a joué au rugby contre le reste du monde, avec des règles du jeu qui nous étaient plutôt favorables. Aujourd'hui, ce jeu, c'est plus du rugby, c'est d'autre chose. Et ça rappelle d'ailleurs la période où il n'y avait pas de règles, et où c'était tout simplement des rapports de force. Et donc on voit entre la Chine et les États-Unis des rapports de force commerciale, entre les États-Unis et l'Iran,
des rapports de force qui jusqu'à présent sont limités au domaine commercial, mais qui risquent de prendre d'autres formes. Et il est clair que sur les sujets de négociation commerciale classique, la négociation internationale classique, le commerce, la finance, la recherche, sur des sujets plus nouveaux, mais qui sont des sujets de paix, l'environnement, sur des sujets géostratégiques, où là, on touche à des problèmes diplomatiques plus durs, plus délicats, qui peuvent déboucher sur des actions de guerre, sur la situation au Moyen-Orient, la stabilisation ou la déstabilisation de l'Afrique du Nord et de la zone sahélienne ou de tel pays africain, sur le problème de la prolifération nucléaire. C'est un sujet dont on ne parle jamais en politique française, jamais, qui est majeur, qui est infiniment plus important pour notre avenir que le fait que la planète sera plus chaude d'1 ou 2 degrés d'ici la fin du siècle, qui est un sujet qui passionne toute la classe politique, qui passionne tous les médias, qui en effet est un vrai sujet, que d'ailleurs, nous, Européens, on aborde assez bien, mais qui est infiniment moins urgent et infiniment moins grave que le risque réel de dissémination d'armes d'apocalypse dans des pays qui ne sont ni démocratiques, ni paisibles. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran, et si l'Iran, à cause du retrait des Américains du traité que les Européens avaient largement négocié avec les États-Unis en 2015, si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, peu après, la Turquie, l'Arabie Saoudite, à coup sûr, peut-être l'Égypte, s'en doteront aussi. Compte tenu des relations sympathiques qu'entretiennent ces pays, vous imaginez le monde dans lequel nous allons vivre. Enfin, last but not least, il y a aussi un problème dont on ne parle quasiment jamais. Alors on commence à en parler un petit peu, mais on se sent coupable d'en parler alors que c'est le plus fondamental. Le nombre des hommes. Quand j'étais à l'école primaire, qu'on appelait l'école communale, j'apprenais que nous étions 2,5 millions d'êtres humains. Milliards d'êtres humains. Très bien, vous êtes attentifs. Vous n'êtes pas encore endormis. Ben voilà. Nos enfants ou nos petits-enfants apprennent que nous sommes 7,5 milliards. Le temps de ma vie d'homme, la population mondiale a triplé. Et elle va encore augmenter, mais pas tellement. Jusqu'à 9, peut-être 10 milliards d'ici la fin du siècle. Sauf que cette augmentation n'a pas été proportionnelle dans tous les pays, dans tous les continents. Et pour prendre un seul exemple, comparaison Europe-Afrique. Quand mon père est né, un être humain sur 5 était européen. Un être humain sur 20 était africain. L'Afrique était un continent dépeuplé. Et selon les mœurs de l'époque, l'Europe a colonisé l'Afrique. Avec une immense bonne conscience de toutes les forces politiques. Jules Ferry, qui a donné son nom à la moitié de nos écoles, de nos lycées, était un des partisans de la colonisation, considérant que c'était le devoir des peuples civilisés d'apporter la civilisation aux autres. Quand mon fils est né, aura l'âge que j'ai aujourd'hui, un être humain sur 20 sera européen, un être humain sur 5 sera africain. Proportion inverse en 3 générations. Et ce que je raconte là, certains d'entre vous pourraient le raconter aussi, par définition, à 1 ou 2 générations près. Question, quelles seront les mœurs de l'époque quand mon fils aura l'âge que j'ai aujourd'hui? Et ça, c'est pas la France toute seule, c'est pas l'Allemagne toute seule, c'est pas l'Italie toute seule qui va régler le problème entre
nous et ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Pour prendre un seul exemple, le Niger, en 1960, au moment où il a acquis son indépendance, en 62, il a acquis en 62, avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a près de 20. Dans 20 ans, il y en aura 60. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne les pouces. On se contente de se polariser sur les radeaux de la méduse de ces malheureux qu'on laisse assez fréquemment se noyer dans les eaux noires de la Grande Bleue méditerranéenne, ou bien est-ce qu'on prend le sujet après le corps? Le sujet étant, quel type de partnership, de relation, de partenariat nous inventons au XXIe siècle entre l'Europe vieillissante, qui ne sait plus faire d'enfants, sauf les Français, pour le moment et encore, et la jeunesse du monde, qui est évidemment l'Afrique. Tout seul, on va le faire? Non, évidemment pas. Ou bien on le fait tous ensemble, ou bien ça ne se fera pas. Alors, donc, premier point à retenir, la solidarité, elle est nécessaire. Il y a, face aux défis et aux opportunités de ce siècle, alors, j'ai donné des exemples de danger. Évidemment, j'aurais dû citer aussi la révolution numérique. La révolution numérique, l'économie du XXIe siècle tourne autour du numérique, comme celle du siècle dernier tournait autour de l'automobile et de l'aéronautique. Très bien, sauf que 30 ans après l'apparition d'Internet, il n'y a pas une seule multinationale numérique en Europe. Ni en France, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, ni ailleurs. Et que toutes les multinationales numériques sont en Californie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, demain en Inde. Full stop. Alors, on va passer à côté de cette révolution, dont on voit toutes les ramifications dans tous les aspects de la vie en société, pas simplement dans l'économie, mais qui est majeure dans l'économie. C'est comme si la France était restée en dehors de la révolution automobile et aéronautique au siècle précédent. Or, cette révolution, nous ne pouvons y participer, y prendre notre part, que dans un cadre européen, c'est-à-dire en ayant à l'échelle d'un continent les mêmes règles sur les mêmes règles de droit, les mêmes règles fiscales, les mêmes règles financières, les mêmes règles sur la propriété intellectuelle et la protection des citoyens, de façon à ce que ce marché, cet espace européen puisse rentabiliser l'activité de multinationales européennes à côté des multinationales qui occupent déjà notre espace, puisque le moteur de recherche Google, à lui seul, a conquis 97% de la clientèle française. Alors, face à ce besoin, qu'en est-il de la solidarité actuelle entre Européens? Elle existe. Elle est plus forte qu'on ne le croit, mais il nous reste à inventer un vrai modèle de solidarité. Alors, qu'est-ce qui existe? D'abord, tous nos systèmes politiques sont fondés sur des principes communs, qui sont inscrits gravés dans notre marbre commun des traités, notamment la Charte des droits fondamentaux de la personne humaine, qui est un texte magnifique que personne ne connaît, mais qui est la modernisation, la mise à jour au XXIe siècle de la Déclaration des droits de l'homme de la fin du XVIIIe. Depuis la Déclaration des droits de l'homme, nous avons étendu la notion de droits fondamentaux, d'abord en appliquant les droits de l'homme à toutes les catégories de population, aux femmes, aux enfants, à toutes les catégories fragiles, les personnes handicapées,
les seniors. Nous avons étendu aux droits sociaux, qui n'étaient pas prévus dans la Déclaration des droits de l'homme. Et puis nous avons introduit également les droits de l'environnement, en quelque sorte, les principes de l'environnement. Ce sont les droits de la personne humaine, c'est le principe fondamental de relations pacifiques entre nous, la paix, qui doit régler tous nos litiges. Nous allons devant des tribunaux pour régler nos litiges au lieu d'envahir le pays voisin. Et puis, le concept d'état de droit. Chacun de nous est une démocratie fondée sur l'état de droit. Alors l'état de droit, c'est un concept auquel nous avons du mal en France. D'abord parce que on n'a pas de bonne formule. Il y a des juristes dans la salle. En fait, la bonne formule, c'est la formule anglaise « the rule of law », qui est le règne de la loi. Alors nous, on a traduit ça, je ne sais pas pourquoi, par l'état de droit, et d'ailleurs, nous ne savons pas si on met une majuscule ou pas à état. Et en fait, ça veut dire que nous fixons des règles du jeu dans la société, donc en l'espèce de la société nationale, la société française, et qu'une fois que ces règles du jeu sont fixées, elles sont fondées sur l'humanisme, la démocratie, les élections libres, la liberté d'expression, etc., on les respecte. Et ces règles du jeu prévoient notamment qu'une majorité ne peut pas abuser de son pouvoir. Et ça, c'est un grand débat que nous avons, y compris au sein de l'Union européenne, avec des régimes qui se disent illibéraux. Nous sommes des démocraties, nous ne sommes pas des démocraties libérales, nous sommes des démocraties illibérales. Et je considère qu'à partir du moment où j'ai la majorité dans mon pays, je peux faire ce que je veux. Non. À partir du moment où j'ai la majorité dans mon pays, je peux faire, avec cette majorité, ce que la Constitution du pays prévoit qu'une majorité peut faire. Mais si je viole la Constitution du pays, à ce moment-là, il y a une Cour suprême, un tribunal indépendant de moi, indépendant de mon politique, qui n'est pas élu, elle, par le peuple, qui est là pour faire respecter la Constitution, éventuellement contre une majorité du peuple, si c'est ce que la Constitution déclare. C'est l'état de droit. Alors ces principes communs, ils nous rassemblent, et quand certains pays sont tentés de ne plus les appliquer, eh bien ils se font taper sur les doigts. Et donc récemment, ces dernières années, la Pologne, la Hongrie, plus récemment la Roumanie, de manière différente, sont sortis des clous. Ça fait les unes de la presse. Et ils sont rentrés dans les clous. Alors les Polonais, pas tout à fait, mais ils sont obligés de rentrer dans les clous. Et là, la presse n'en a plus parlé parce que c'était pas intéressant. Solidarité sur les principes communs. Deuxièmement, solidarité financière au profit de pays ou de régions plus pauvres. Et si le budget européen, j'en redirai un mot tout à l'heure, reste dramatiquement faible, il a un effet non négligeable sur ceux des pays les moins développés de l'Union qui, à travers le budget européen, reçoivent une aide substantielle de l'Union. Alors, un pays, je vais peut-être revenir du coup à la carte. Oui, voilà. Oui, ça marche. Donc, un pays comme la Pologne reçoit chaque année 10 milliards d'euros de nous, du reste de l'Union. 10 milliards d'euros. Et du coup, d'ailleurs, c'est le pays qui, depuis 20 ans, a connu la croissance économique la plus forte. Et il faut s'en réjouir. Un pays comme la Hongrie ou un pays comme la Slovaquie reçoit chaque année de l'Union européenne quelques milliards d'euros correspondant à environ 4 à 5% de leur richesse nationale. Concrètement, si nous recevions la même manne de la part de l'Union européenne, notre taux de croissance, au lieu d'être de 1% par an, serait de 4 ou 5% par an. Ça change quand même pas mal les choses. En outre, il y a une catégorie économique qui vit
des subsides européens, c'est les agriculteurs. La moitié des revenus des agriculteurs français correspondent à des subventions versées par l'Union européenne. Système qui a mal vieilli, qui aujourd'hui a plus d'effets pervers que d'effets positifs. Enfin, ça montre qu'il y a quand même, à travers le budget communautaire, une solidarité très forte à l'égard d'une catégorie professionnelle qui a joué un rôle historiquement majeur dans le développement de nos pays, et pas simplement économique, mais également culturel, spirituel, etc., et qui aujourd'hui ne représente plus que 3 ou 4% de la population. Ben, ces 3 ou 4% de la population européenne absorbent 40% du budget européen. Ce qui ne les empêche pas d'exprimer leur mécontentement à l'égard de Bruxelles. Et puis, il y a aussi une solidarité de l'Europe en période de crise, lorsque des difficultés particulières affectent certains pays et pas d'autres. Et là, on a dit beaucoup de choses, on a écrit beaucoup de choses sur les maladresses de l'Europe ou la dureté de l'Europe dans les conditions qu'elle a mises pour venir en aide à des pays qui étaient en crise, notamment après 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière. Mais il faut bien comprendre que si ces pays étaient en crise, ce n'était pas à cause d'une crise qui venait fondamentalement de l'extérieur. C'était parce qu'ils étaient fondamentalement mal gérés. Un pays comme l'Espagne en était arrivé à construire chaque année, l'Espagne a un peu moins de 45 millions d'habitants, en était arrivé à construire chaque année autant de logements que la France, l'Allemagne et l'Italie additionnés. Il y a en Espagne, beaucoup d'entre vous connaissent l'Espagne, des villes fantômes, inhabitées 10 ans après. Il y avait une spéculation immobilière et financière absolument folle. On les avait prévenus. La spéculation boursière, ça n'est pas visible. Mais la spéculation immobilière, quand vous avez des villes fantômes qui jaillissent du sol, ça se voit. Ils n'en ont tenu aucun compte, ils se sont cassés la figure, on les a aidés, on y a mis un certain nombre de conditions. C'est la moindre des choses. Les Irlandais ont fait des choses folles. Nous avons mis des conditions très dures à notre aide, les Irlandais ont respecté ces conditions, et 2 ans après, ils sont sortis de la catastrophe. Et puis on a eu les Grecs. Alors les Grecs, c'est autre chose. La Grèce est un pays qui en réalité n'est pas au standard des pays développés modernes. Elle n'a pas une administration compétente, elle n'a pas une législation moderne, il n'y a pas de cadastre. Donc, si vous achetez une maison en Grèce, méfiez-vous parce que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes propriétaire. Et donc, la Grèce, ça a été plus douloureux. Ça a été plus douloureux, non pas que nous ayons été, nous les Européens, inflexibles, mais à partir du moment où on demande notre aide, on met un certain nombre de conditions pour être sûr que cette aide servira à quelque chose et, in fine, sera remboursée. Mais il y a eu d'autres, indépendamment de la crise financière, il y a eu beaucoup d'autres initiatives européennes. Par exemple, la mise en place du fonds Juncker, il y a maintenant 4 ans, a permis de relancer l'investissement productif dans tous les pays européens grâce à une injection de 400 milliards d'euros grâce à la garantie du budget européen. Il y a l'avantage que représente la libre circulation des travailleurs. C'est une forme de solidarité à laquelle on ne pense pas. Quand il y a eu les crises économiques, je parlais de l'Espagne. Le chômage en Espagne a monté à 25%. Imaginez, 1/4 de tous les travailleurs espagnols au chômage. 150 000 ingénieurs et techniciens espagnols sont partis en Allemagne et en Europe du Nord. Alors en France, on a pleuré en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette Europe ?» Parce que quand chaque population restait dans son pays, on gémissait en France en disant « mais l'Europe, ça ne marche pas comme les États-Unis, chacun reste chez soi, donc ça ne sert à rien d'avoir un grand espace. » Puis le jour où, effectivement, les gens qui ne trouvaient pas de travail chez eux sont allés dans le pays voisin, on a gémi en disant « c'est épouvantable, ils sont obligés d'aller dans le pays voisin. » Oui, ils sont allés dans le pays voisin, tant mieux. Ils ont pu faire vivre leur famille et ils ont pu relancer l'économie dans le pays voisin, qui du coup, l'Allemagne, qui du coup s'est mis à acheter à tour de bras des produits en Espagne,
et pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne et de l'Espagne, depuis quelques années, c'est l'Espagne qui est en excédent commercial vis-à-vis de l'Allemagne. Ben merci l'Europe. Il y a 1,5 million de travailleurs polonais qui sont allés travailler en Angleterre et en Irlande. Alors en Angleterre, ils ont trouvé un job, ils étaient tout contents. Il n'y a pas un seul chômeur en Angleterre à cause des Polonais. Ils n'occupent pas les mêmes emplois, mais ça s'est mal passé du point de vue de la cohabitation, parce que les Polonais sont catholiques, donc papistes, comme on dit là-bas, et que les Anglais sont presbytériens. Et donc, ça a été un argument massu de Boris Johnson et d'autres partisans du Brexit, pour dire il faut que nous sortions de l'Union européenne parce qu'on a trop de Polonais chez nous. Et par contre, ça s'est très bien passé en Irlande, et si vous allez dans les rues de Dublin, vous constaterez qu'on y entend le polonais beaucoup plus que l'irlandais, que le gaélique. Et du coup, la Pologne a manqué de bras, et 1,5 million d'Ukrainiens, l'Ukraine, qui est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est actuellement en conflit avec la Russie, et qui, du coup, a une situation économique assez difficile, sont allés vivre et trouver du travail en Pologne. Bravo, ça sert à ça d'avoir un grand espace. Cela dit, cette solidarité reste insuffisante et le vrai modèle européen reste à inventer. La solidarité, ça n'est pas un concept abstrait, théorique. Ça se mesure. La liberté, la prospérité. Alors, la prospérité, on peut le mesurer, enfin, ça peut se comparer. Les libertés, on peut donner des listes d'éléments qui permettent de juger si un pays est en situation de liberté ou pas. Mais la solidarité, ça se mesure de manière très simple. Ça se mesure à l'importance de la redistribution à l'intérieur d'un espace donné. Donc, ben, c'est le budget. Et si on mesure la solidarité à cette aune, quand un Français gagne 100 €, il paye 46 € d'impôts et autres contributions obligatoires. Les Français adorent payer des impôts. Sur les 46 €, 45 sont redistribués en France et 1 €, j'allais dire un petit euro, est redistribué au niveau européen. C'est-à-dire que l'organisation de la solidarité entre les riches et les pauvres, entre les malades et les bien portants, entre les jeunes et les seniors, ça se fait au niveau national. Et qu'on ne finance au niveau européen que un certain nombre de politiques européennes. La solidarité envers les régions pauvres, les fonds de cohésion que j'évoquais tout à l'heure en faveur de la Pologne ou de la Hongrie, et en faveur d'une certaine catégorie professionnelle qui sont les agriculteurs. Mais ça ne va pas plus loin. Et donc quand je dis qu'il faut inventer le modèle de solidarité européen, évidemment, sur le papier, il serait facile de dire, bon ben, c'est trop de financer 46% de redistribution en France, on va limiter à 40% et on va transférer 6% au niveau européen. C'est souhaitable, mais on ne va pas le faire du jour au lendemain. Personne ne le proposera. Il n'y a pas un seul parti politique qui le propose, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni en haut, ni en bas, ni les Verts, ni qui que ce soit. Donc, nous resterons durablement, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça, dans une situation où l'essentiel de la solidarité continue de se faire au niveau national. Et pourtant, nous avons besoin de solidifier les liens entre nous, donc d'inventer d'autres formes de solidarité complémentaire. Et ça n'est possible que si nous commençons par le commencement, c'est-à-dire nous poser entre nous la question de confiance. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble de plus dans le monde d'aujourd'hui? Dans les défis
mondiaux que j'ai évoqués tout à l'heure, quels sont ceux que nous sommes vraiment prêts à aborder ensemble, en mettant tous nos moyens ensemble. Alors, éventuellement, nos moyens budgétaires, nos moyens financiers, nos moyens humains, mettons sur le numérique, sur l'environnement, c'est-à-dire la politique énergétique. Est-ce que nous sommes prêts à faire en sorte, nous Français, que Total, qu'EDF, que successeur de Gaz de France, soient mis au service d'une politique énergétique européenne commune? Est-ce que nous sommes prêts de transférer une partie, voire la totalité de notre budget de recherche scientifique dans certaines technologies à un niveau européen? Sachant que, en dessous d'une masse critique, par exemple, sur les recherches extrêmement importantes pour l'avenir de l'ordinateur quantique, qui va multiplier par 1000 ou 1 million les capacités déjà gigantesques des ordinateurs actuels, il est évident qu'il n'y aura pas l'ordinateur quantique français d'un côté, l'ordinateur quantique allemand de l'autre. Est-ce qu'on est prêt à mettre tout le pognon dans la même cassette européenne pour avoir un ordinateur quantique en même temps où avant les États-Unis ou les Chinois? Voilà. Qui est prêt à faire ça? Est-ce que nous sommes prêts à avoir une politique étrangère commune pour assurer la défense de l'Europe contre la Russie d'une part et contre l'islamisme radical d'autre part, même si les États-Unis ne sont pas d'accord pour nous aider? Qui est prêt à jouer ce jeu-là? Voilà. Et parmi les idées, il y en a eu beaucoup, et les idées intéressantes, il y a eu beaucoup d'idées, toutes ne sont pas d'un même intérêt, lancées par notre actuel président de la République. Il y a cette idée d'avoir une grande conférence européenne l'année prochaine, qui serait au fond, à mes yeux, l'occasion de poser la question. Qui veut faire quoi dans les années qui viennent? Et qui met quoi au pont? Pour cela, on n'a pas besoin de nouveaux traités européens. On n'a pas besoin de s'embêter à rédiger un nouveau traité, à retourner devant le peuple, devant l'Assemblée, pour faire ratifier, surtout si nous sommes beaucoup de pays, 15, 20, 25 pays, à plus forte raison s'il y avait les 27, il y aura toujours un pays qui refusera de ratifier pour des raisons qui lui appartiennent, et il faut que ceux qui veulent avancer puissent le faire, si même certains ne sont pas d'accord pour suivre. Bien entendu, ceux qui ne sont pas d'accord pour suivre ne suivront pas. Nous ne sommes pas un système fédéral. Hein. Aux États-Unis, si les États-Unis veulent modifier la Constitution, si l'État du Wyoming vote contre, de toute façon, ça s'appliquera aussi à l'État du Wyoming, s'il est isolé. Par contre, dans le système européen, il est clair que si un État refuse un progrès de la coopération entre pays européens, on ne pourra pas l'y obliger. Donc, question de confiance. À partir de là, il faut se mettre d'accord sur un budget sérieux. Et un budget sérieux qui signifie non pas qu'on ajoute des dépenses publiques aux 46% de PIB que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on ajoute des impôts aux impôts qui existent, mais qu'on transfère des dépenses du niveau national au niveau européen dans les domaines, et seulement dans ces domaines-là, où on estime qu'en agissant au niveau européen, on est plus efficace qu'au niveau national. Alors l'exemple type, c'est la politique migratoire. La preuve est faite que 28 politiques migratoires différentes aboutissent à un échec absolu. Ce n'est pas le sentiment de l'opinion publique. L'opinion publique a le sentiment qu'en matière de migration, l'Europe a échoué. L'Europe n'a pas échoué. Les États ont voulu garder le pouvoir. Et n'ont eu recours à des administrations ou des procédures européennes que de manière homéopathique. Le principe a été quand même retenu qu'on allait mettre en place un corps de garde-frontières, de garde-côtes européen. Sur le papier, il existe. Juridiquement, il existe. Il a des moyens qui ne sont pas totalement négligeables, 800 millions d'euros. L'équivalent des garde-côtes américains, c'est 32 milliards de dollars. L'euro et le dollar ayant une valeur comparable. Il est évident que si nous voulons avoir une vraie surveillance des frontières européennes, qui sont nos frontières communes, la frontière de la France, c'est plus les Pyrénées natales, c'est plus les Alpes, c'est plus le Rhin,
c'est plus le Kievrin, c'est le canal de Sicile. C'est la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. C'est la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est la frontière entre la Finlande et la Russie. Hein? C'est ça, les vraies frontières de la France. Parce qu'une fois que vous êtes en Pologne, ben, le lendemain, vous êtes en France. Une fois que vous êtes au Portugal, le lendemain, vous êtes en France. Donc ces frontières-là, si on veut qu'elles soient bien gardées, il faut un corps de garde-frontières européen. Si on veut que, à la frontière entre la Bulgarie, voyons, voilà, entre la Bulgarie et la Turquie, soit bien surveillée, ben, évidemment, imaginez l'attitude douanier ou d'un policier bulgare lorsqu'il voit passer venant de Turquie un demandeur d'asile afghan, dont il sait parfaitement qu'il rêve, ce demandeur d'asile, d'aller en Allemagne ou en Suède ou en Angleterre. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse du zèle? Surtout si le passeur lui laisse quelques billets. Par contre, nous avons besoin d'avoir un garde-frontière européen, qui pourrait être un Suédois d'ailleurs, ou un Allemand, dans le cas de ce genre, qui vérifie que... Mais il y a deux manières de concevoir un corps de garde-frontière européen. La première consiste à dire, nous avons des gardes-frontières nationaux, on va rajouter des gardes-frontières européens, et à ce moment-là, bonjour les dépenses publiques, bonjour la bureaucratie, bonjour les impôts supplémentaires, et plus d'Europe, ça voudra dire plus d'impôts, plus de bureaucratie, plus de charges pour les citoyens européens, personne n'en voudra. Ou bien, on dit, c'est très bien, désormais, nous affectons tous nos policiers des frontières et tous nos douaniers à la garde des frontières communes de l'Europe. J'étais ministre du budget, j'ai été le chef des douaniers, j'avais proposé à mon gouvernement, qui n'a pas accepté à l'époque, enfin ça remonte à pas mal de temps, on pourrait peut-être l'accepter un jour, de transférer ces douaniers à une autorité européenne, en démontrant que le douanier ne servait plus à rien pour la France seul, mais il était un agent d'exécution de l'Europe, puisque toutes les règles douanières sont désormais fixées à Bruxelles, et tous les droits de douane alimentent le budget européen. Donc, conséquences budgétaires pour ceux des pays qui sont prêts à avoir une politique migratoire commune. Bien entendu, ceux qui ne veulent pas gardent leurs moyens. De la même façon, ce que nous devons mettre en commun, c'est tous les éléments d'une politique étrangère, alors à la fois les relations extérieures dans ce que j'appellerais les arts de la paix, que j'évoquais tout à l'heure, donc le commerce, les négociations commerciales, c'est déjà le cas, c'est l'Union européenne qui négocie pour nous, les investissements, la monnaie, la recherche, l'environnement, mais aussi les vrais sujets de la diplomatie dure, qui relèvent plutôt des arts de la diplomatie, éventuellement de la guerre, que des arts de la paix. Et là, on attend la France. Et là, le président français a une opération extraordinaire à faire, j'espère qu'il la fera, en 2021. Pourquoi ? Les Britanniques sont en train de quitter l'Union européenne. Comme vous le savez, pour des raisons historiques, liées à la situation du monde en 1945, qui n'a rien à voir avec la situation du monde actuel, le Royaume-Uni et la France ont le statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'ONU, le pouvoir est au Conseil de sécurité qui comprend 15 pays, dont 5 sont là en permanence. Les autres sont là en rotation. Les 10 autres. Et les membres permanents, non seulement sont permanents, mais ils ont le droit de veto. C'est-à-dire que si une résolution soumise à un vote à la majorité reçoit une majorité comprenant les 5 membres permanents, ça vaut décision.
S'il y a un seul membre permanent qui vote contre, veto, il n'y a pas de décision. En 2021, entre le Brexit, qui fait que les Anglais vivront leur vie de leur côté, et les hasards de la rotation géographique au sein du Conseil de sécurité, la France sera le seul des 27 pays de l'Union européenne comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire le gouvernement du monde qu'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien le président français, du moment, ne fait rien. Business as usual. Et l'Europe n'avance pas d'un pas. Ou bien le président français, constatant cette situation, dit « La France, qui souhaite une Europe unie sur tous les grands sujets de la planète, et notamment les plus graves, ceux que l'on traite au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en ce moment, l'affaire iranienne, l'affaire syrienne, l'affaire coréenne, etc. La France mettra son vote au service d'une politique européenne commune. C'est-à-dire s'assurera, avant de voter, qu'il y a une majorité de pays européens derrière elle. Sauf dans les cas qui arrivent une fois par siècle, où le sujet à l'ordre du jour concerne la France presque uniquement et pas ses partenaires. Par exemple, si on avait en Guyane, on n'a pas la carte du monde ici, un conflit frontalier avec le Brésil, évidemment, on ne va pas engager les pays baltes dans cette affaire. Enfin, pour le reste des sujets, la France se poserait comme le représentant, et donc le leader naturel, incontestable, de l'Union européenne au Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, si, dans ce nouveau modèle de solidarité, on ne pourra pas augmenter beaucoup le budget européen, parce que personne ne le souhaite, il faudrait trouver d'autres thèmes et d'autres moyens de montrer notamment à la jeune génération que la solidarité européenne n'est pas un vain mot. Et l'idée sur laquelle je travaille, c'est de mettre en place les moyens de s'assurer que, notamment pour nos jeunes, le principe d'égalité, non pas au sens où on l'attend en France. En France, malheureusement, quand on parle d'égalité, c'est tout le monde au même niveau. Ailleurs, l'égalité, c'est l'égalité des chances. Chacun démarre avec dans les mêmes conditions, enfin, sous réserve de son potentiel personnel lié à son code génétique, et après, c'est chacun selon ses mérites. Et ça, nous devrions être capables de définir ce qu'est l'égalité des chances, et de s'assurer que les politiques européennes assurent à la jeune génération des conditions d'égalité des chances. Alors si on met en place ce modèle de solidarité, et j'achèverai, je conclurai là-dessus, il restera, pour consolider sur le long terme, sur les 2 ou 3 générations qui viennent, 2 choses à faire. 2 conditions. Alors, ce qui est embêtant, c'est que la première ne dépend absolument pas des politiques. Des hommes politiques, des décideurs, des hommes ou des femmes décideurs. La première condition, c'est les mariages mixtes, l'exogamie. Faire en sorte que nos enfants se marient entre eux par-delà les frontières. Ça peut faire sourire. J'ai suivi de près l'embrasement de la Yougoslavie il y a 20 ans, 25 ans. La guerre civile bosniaque n'aurait pas eu lieu si il y avait eu suffisamment, au cours des derniers siècles, de mariages mixtes entre les musulmans, les orthodoxes et les catholiques. Ethniquement, c'est le même peuple. Pour des raisons historiques, ils ont des confessions différentes. Mais chacun avait pris l'habitude de se marier dans sa religion.
Le jour où il y a eu un problème très grave, l'explosion de la Fédération yougoslave, ils se sont entretenus. Je suis convaincu que si, d'ici 2 ou 3 générations, il y a une forte proportion de mariages mixtes entre nos enfants, par-delà les frontières, la paix sera très durablement, pas définitivement, rien n'est définitif sous le soleil, mais entre les pays européens. Et c'est le principal mérite d'Erasmus. Erasmus est la plus formidable bourse de mariage, comme on disait autrefois, plateforme de rencontre, comme on dit aujourd'hui, qu'on est imaginé, mise en œuvre. La statistique prouve qu'un tiers des boursiers Erasmus rencontrent le premier grand amour de leur vie. La jeune génération en a plusieurs grands amours pendant la vie, mais ce qui était impossible dans la mienne. Grâce à Erasmus. Et une fois sur 2, ça aboutit à des petits produits. Et alors, j'ai déjà été trop long, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma fille Hélène, mais enfin, ma fille Hélène, feignante comme une couleuvre, demandant une bourse Erasmus avec l'idée de ne rien faire au soleil, se retrouve à Saint-Andrews en Écosse, où il pleut tous les jours, 22 heures sur 24, et où elle a rencontré un boursier Erasmus, ornithologue espagnol, Diego, et d'où est né à mon insu et sans mon autorisation un petit Pablo 9 mois plus tard à la mairie de Saint-Andrews. Et Pablo est un cas qui est extraordinaire parce que dans le cœur de Pablo qui aujourd'hui a quand même 17 ans, quelle est sa patrie? La patrie de son père, l'Espagne. La patrie de sa mère, la France, sachant que d'ailleurs, hélas, les parents ont divorcé depuis, ou l'Écosse où il est né. Quand il y a un match de foot. Hein? Alors c'est pas l'Europe, mais il est multinational. Alors un petit Pablo, ça fait sourire à Chaville. Sauf que, selon mes comptages, il y en a 1 million maintenant, de petits Pablo. C'est-à-dire des enfants qui ont 3 pays d'appartenance. Alors en plus, Pablo, quand il va être en âge de faire des conquêtes féminines, il va aller en Italie, séduire une Suédoise, qu'il épousera en République tchèque, pour avoir des enfants en Finlande. Alors, dans tous nos discours, nous disons, et moi qui suis, vous l'avez évidemment compris, un Européen ardent, nous disons, cela dit, il n'y a pas de nation européenne aujourd'hui, il n'y a même pas de peuple européen, c'est vrai aujourd'hui, mais dans 20 ans, dans 30 ans. Le seul moyen d'éviter de nouvelles atrocités du type de ce que nous sommes faits des 2 côtés du Rhin au siècle précédent, c'est de faire en sorte que nos enfants se marient. Et puis, il y a une autre condition, alors ça dépend pas de nous, de nos hommes. Hélène n'a pas demandé mon avis, Elisabeth, qui a bêtement épousé un Américain, n'a pas demandé mon avis non plus. Bon. Mais l'autre condition dépend de nous. Et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup depuis 18 mois maintenant. C'est le problème de l'enseignement de l'histoire au niveau de l'enseignement secondaire. J'ai fait le tour de tous les pays européens au sens de cette carte, pas les pays de l'Union, au sens de cette carte, c'est-à-dire jusqu'y compris la Russie, les pays du Caucase, l'Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie et la Turquie. Au sens d'une organisation qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Une organisation qui est très peu connue, qui est antérieure à l'Union européenne, qui date de 1949, une espèce de belle au bois dormant, mais qui est installée à Strasbourg, et qui, dans ses compétences, est chargée de vérifier de la qualité, de l'inspiration des programmes d'enseignement primaire et secondaire. Et je me suis rendu compte que l'histoire que l'on enseignait dans les 47 pays, c'est pas 27, c'est 47 pays membres du Conseil de l'Europe, est catastrophique.
dans la moitié des pays européens, dont tous les pays d'Europe centrale et orientale. L'histoire est en fait une propagande nationaliste. Et donc des pays qui ont su réconcilier leur peuple forment leurs enfants à recommencer à haïr le voisin. Et dans l'autre moitié des pays, essentiellement les pays d'Europe de l'Ouest, la France étant dans cette affaire plutôt un bon élève, relativement. Et donc je suis souvent prompt à battre ma coulpe de français, mais c'est un sujet sur lequel la France n'est pas vraiment à blâmer, pas tellement que ça, pas tant que ça. Mais dans les autres pays d'Europe de l'Ouest, on n'enseigne plus l'histoire du tout. Soit que ce qu'on appelle histoire soit l'apprentissage de compétences d'historien, mais pas de connaissances historiques. Donc les enfants n'ont pas de repères sur les grands événements, les grands personnages, etc. Soit que l'histoire ne soit pas une matière obligatoire pour l'équivalent du baccalauréat. Vous avez des pays importants où les jeunes bacheliers ont le choix entre histoire, foot et violon. Les petits garçons prennent le foot, les filles le violon, parfois c'est l'inverse, et il reste 10 ou 20% de lycéens qui choisissent l'histoire au baccalauréat. Ce qui veut dire que dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont 30 ans ou 40 ans, parce que ce phénomène que je décris ne date pas de quelques années, ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Et donc, ils sont en manque de repères, ils sont en manque de racines, et ils sont prêts à suivre n'importe quel démagogue qui va leur raconter n'importe quoi sur le passé de leur pays. Voilà. Donc, en gros, nous sommes en train, j'exagère un peu, mais à peine, de former soit de nouveaux nationalistes, soit des amnésiques. Et ça dépend. Alors, c'est très délicat à traiter parce que c'est chaque pays qui décide de ce qu'il transmet à la génération suivante. Et je ne propose absolument pas que ça soit au niveau européen qu'on décide des programmes d'histoire, surtout pas. Mais nous devons nous assurer de deux choses, c'est que, un, dans chaque pays, l'histoire nationale, le récit national, parfois lyriquement on dit le roman national, est basé sur des faits et compatible avec le récit du pays voisin. Donc le même événement est ressenti comme une victoire d'un côté, une défaite de l'autre, comme une tragédie d'un côté, comme un bonheur de l'autre, etc. Mais il faut qu'on puisse le raconter dans des conditions telles que ça ne ranime pas les ressentiments contre les voisins. Et la deuxième précaution à prendre, c'est que s'assurer que derrière ces 47, puisqu'on est 47 au Conseil de l'Europe, récits nationaux différents, émerge quand même la prise de conscience d'une conscience européenne commune. Nous sommes très différents, nous nous sommes battus pendant des siècles, mais nous avons des points en commun. Nous avons une communauté historique de valeurs, nous avons une communauté de destin dans la vie présente, et il dépend de nous de bâtir notre avenir en commun. Je vous remercie. Cet exposé suscite des commentaires, des questions. Bonsoir, monsieur. Madame, alors, quel est votre prénom? Annie. Annie, dites-moi. Alors moi, je vais peut-être m'écarter un petit peu du sujet, mais cependant, j'ai une question qui me tient à cœur. Vous semblez considérer la Russie comme potentiellement agressive pour l'Europe. Cependant, beaucoup pensent, et parmi eux des hommes politiques, qu'il faudrait peut-être resserrer les liens avec ce pays pour éviter qu'il ne se rapproche d'autres pays comme la Chine, pensez-vous? J'ai senti pendant votre discours
finalement le fait que la Russie est vraiment en dehors de l'Europe, et pourtant on peut quand même la considérer aussi européenne. Est-ce que nous autres Européens, en termes de politique extérieure et de politique économique, n'avons-nous pas intérêt à nous rapprocher de plus en plus de ce grand pays? Merci. Alors, merci de votre question, qui est évidemment une question très importante. Deux ou trois choses. D'abord, la Russie n'est plus un grand pays. La production de la Russie ne dépasse pas celle de l'Italie. Économiquement, la Russie ne pèse pas plus que l'Italie. Il y a 30 ans, la Chine, c'est la même chose. Oui, mais la grande différence, c'est que la Chine se développe à 10% par an depuis 30 ans et que la Russie est incapable de produire quelque chose d'autre que du pétrole. La Russie, depuis la fin de l'URSS, est un échec économique et politique majeur. Je ne dis pas ça pour m'en réjouir. C'est un constat. Premier point. Deuxième point. Nous avons commis, nous occidentaux, une erreur majeure dans les années 90, et là je bats ma culpe, j'étais membre du gouvernement, je n'ai pas convaincu mon Premier ministre et le président de la République de l'époque, lorsque l'Union soviétique ayant disparu, et la Russie ayant engagé une marche vers la démocratie, comme les autres pays du continent européen libérés du communisme, nous n'avons pas tendu la main. Nous aurions dû faire disparaître l'Alliance Atlantique à partir du moment où le pacte de Varsovie avait disparu. L'Alliance Atlantique, une alliance, c'est fait contre un ennemi. L'ennemi disparaît, l'alliance doit disparaître. Et ma proposition était de transformer l'Alliance Atlantique en un accord de sécurité européen ouvert évidemment à la Russie. Et à la Russie Yeltsin aurait accepté. Et nous serions aujourd'hui dans une situation totalement différente, correspondant à ce que, madame, vous avez suggéré ou souhaité. Non seulement nous ne l'avons pas fait, mais nous avons laissé les Américains étendre l'Alliance Atlantique. Et étendre l'Alliance Atlantique aux pays qui étaient les anciens... Alors, je vais essayer de faire marcher ça. Là et là. Ah oui. Les pays qui étaient les anciens alliés de la Russie dans le pacte de Varsovie. Alors, c'est-à-dire la Pologne, c'est-à-dire... Ça marche, oui, voilà. C'est-à-dire la République tchèque, c'est-à-dire la Slovaquie, c'est-à-dire la Roumanie, c'est-à-dire la Bulgarie. Et nous avons même laissé entendre à l'Ukraine et plus bas, ici, par là, alors, à la Géorgie, qu'elle pourrait avoir le droit d'entrer un jour dans l'Alliance Atlantique. Et moi, j'avais plaidé en disant, mais mettez-vous à la place du type qui est au pouvoir à Moscou. C'est là, Moscou. Bon. Il va voir que tous les pays autour de lui, dont la première couronne était ses alliés, deviennent maintenant membres d'une alliance qui était tournée contre la Russie. Et que la Russie, elle, n'a pas le droit de rejoindre. Il aurait fallu proposer à la Russie d'entrer aussi dans l'Alliance Atlantique. Alors, ça aurait été une alliance gigantesque qui n'avait pas d'ennemis. C'était un système de sécurité. C'est des pays qui acceptaient d'avoir un certain nombre de règles communes, et notamment de traiter leurs différends par des négociations diplomatiques ou devant des tribunaux, et pas en se faisant de la guerre. On n'a pas fait ça. Alors du coup, nous sommes responsables de la réémergence d'un nationalisme russe. Et quand Poutine est arrivé au pouvoir, Poutine, lui, a tout de suite joué de cette situation en rassemblant derrière lui la population russe, en continuant de mimer la guerre froide. Et en profitant, alors ça a été l'aubaine fantastique, sans laquelle Poutine n'existerait pas, d'un prix du baril de pétrole qui était de 100 à 120 dollars le baril, c'est-à-dire ça lui a permis de disposer d'une richesse considérable qu'il a pu distribuer de manière pas trop égalitaire, mais enfin, entre ses
concitoyens d'une façon qui va assurer le soutien du peuple. Sauf que le problème des dirigeants russes actuels, c'est que Vladimir Poutine fait un contresens total sur le XXIe siècle. Et il n'a pas compris, et c'est notre faute si on ne l'a pas fait comprendre à ses prédécesseurs et si on n'a pas été assez éloquent pour lui faire comprendre à lui-même, que désormais, dans l'histoire séculaire de la Russie, plus jamais la menace viendrait de l'Ouest, mais que la menace viendra de l'Est, c'est-à-dire de la Chine, ou du Sud, c'est-à-dire de l'Iran et du monde musulman. Je rappelle que les républiques, les anciennes républiques musulmanes de l'Union soviétique, donc le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, là on ne voit pas les autres, c'est-à-dire l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, sont très musulmans. La plupart sunnites et turcophones, le Tadjikistan chiite et iranophone, et que ce sont des bouillons de culture islamiste, au même titre d'ailleurs que la Tchétchénie ou le Daghestan dans la République russe elle-même. Quant à la Chine, il est évident que la différence de poids démographique, j'évoquais tout à l'heure la relation démographique Europe-Afrique, mais enfin, moi je serai à Moscou, ma préoccupation première c'est la Sibérie. La Sibérie va être peuplée de Chinois, surtout avec le réchauffement climatique, dans les 20 ans, 30 ans qui viennent. Vous avez d'un côté 1,3 milliard de Chinois, de l'autre côté 30 millions de Russes. Ils ne tiendront pas, ça ne marche pas. Donc, j'ajoute que du point de vue économique, vous évoquiez un rapprochement Moscou-Pékin. Mais Moscou ne pèse plus rien face à Pékin. Moscou, face à Pékin, pèse exactement ce que l'Italie pèse face à Pékin. Avec une différence, alors, je reconnais qu'elle n'est pas mince, c'est que Moscou a 2000 armes thermonucléaires. Mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Donc, pour résumer, compte tenu de cette situation, Poutine a cru bon de se mettre à annexer les pays voisins. Et ça, c'est pas possible. Et les Français, notamment tous les Français qui se montrent très ouverts envers la Russie, alors je ne parle pas de vous, Madame Berthelot, mais un certain nombre de responsables politiques, sont quand même gravement responsables d'une situation qui est évidemment inacceptable. Je rappelle que la dernière fois dans l'histoire contemporaine où un pays a voulu envahir les pays voisins, il y a une coalition internationale qui a ramené ce pays chez lui. C'était en 1991, quand Saddam Hussein a annexé le Koweït, le père Bush a monté une coalition internationale, la France a envoyé les 10 000 hommes de division tagués, et un an après, Saddam Hussein était rentré chez lui. Et là, la Crimée, Poutine annexe la Crimée, qui n'a été russe dans l'histoire que pendant 2 siècles, qui était peuplé de Tatars, enfin il n'y a aucune raison valable pour cela, et il est en voie d'annexer tout le sud-est de l'Ukraine. Si on laisse faire ça en disant « Ah, c'est un grand pays, ils sont tellement sympathiques, Dostoïevski, Tolstoï... non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et en plus, si nous voulons arrimer à l'Europe les pays baltes, qui sont travaillés par des minorités russophones, manipulés par Moscou, la Pologne, enfin ces pays qui ont souffert pendant 40 ans du despotisme de Moscou. Si nous voulons vraiment les arrimer et les convaincre que nous avons des intérêts communs, une communauté de destin, et qu'il faut qu'ils nous aident à lutter contre l'islamisme radical, qu'ils ne les menacent pas, comme nous les aidons à résister à la Russie, il est clair qu'il faut être ferme vis-à-vis de la Russie. J'ajoute que, comme tous les hommes forts, Poutine ne comprend que les rapports de force. Et nous ne sommes pas en mesure d'exercer un rapport de force face à Poutine, parce que, grâce à son pétrole, économiquement, il peut se passer de nous,
Et militairement, nous n'existons pas face à lui. Alors, autant il n'existe pas vis-à-vis de nous, bien d'autres sujets, autant en matière militaire, nous n'existons pas vis-à-vis de lui. Voilà. Donc, nous sommes dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Il est clair que tant que Poutine restera au pouvoir, nous ne pourrons pas réchauffer la relation avec la Russie. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que le jour où un successeur se met en place, nous ayons plus d'intelligence pour essayer d'avoir avec la Russie un type de relation qui soit moins conflictuelle. Sachant que sur le long terme, dans le monde d'aujourd'hui, face aux deux menaces que j'évoquais tout à l'heure, qui pèsent sur la Russie sans que la Russie en ait pleinement conscience, ben nous sommes dans la même situation, puisque c'est les mêmes menaces qui pèsent sur nous. Alors, la menace chinoise n'a pas le même impact sur l'Europe de l'Ouest qu'elle peut avoir sur la Russie, mais elle est aussi très grave du point de vue commercial, du point de vue économique, du point de vue technologique, et du point de vue aussi, à la limite, militaire. La menace du Sud, c'est la menace de l'islam qui pèse également sur nous. Donc, fondamentalement, sur le long terme, nos intérêts sont les mêmes. Alors, le pari qu'a fait le président de la République, madame, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a essayé de nouer un nouveau type de relation. C'est ce que Barack Obama avait essayé quand il avait parlé en anglais de reset. Je veux reset, donc remettre à zéro les compteurs avec la Russie. Puis donc c'est pas possible parce que Poutine joue les rapports de force et ne doit sa popularité qu'au prix du baril et aux muscles qu'il montre en essayant de montrer sa supériorité vis-à-vis de l'Occident et de prendre sa revanche de la guerre froide. Mais la guerre froide, c'est fini, c'est plus le sujet. J'évoquais les manuels d'histoire. Lisez les manuels d'histoire russes, c'est une honte. C'est une honte. Il justifie le communisme. Il justifie le fameux accord passé entre Staline et Hitler, Molotov et Ribbentrop, en 1939, qui a permis à l'Allemagne nazie d'envahir la Pologne en étant sûr que la Russie l'aiderait et ne l'attaquerait pas. Et alors, il justifie ça dans les manuels en disant, ben oui, comme les pays capitalistes nous avaient laissé tomber, à l'époque, les nazis étaient militairement plus puissants que nous, et donc nous avions besoin de temps pour reconstituer l'armée rouge. Et donc nous avons utilisé ce temps pour reconstituer l'armée rouge qui a pu après battre la Wehrmacht. Enfin, bon, voilà. Donc, beaucoup de procès d'intention. Je dirais que ce que François Hollande, puis Emmanuel Macron ont eu comme attitude vis-à-vis de la Russie, et Angela Merkel, c'est ce qu'on peut faire de plus raisonnable. Voilà. C'est pas glorieux, mais en tout cas, c'est le genre de dirigeant, si vous faites une concession, il la prend, et il ne vous donnera rien en face. Sauf si vous êtes en rapport de force tel que vous pourriez lui nuire. Comme les sanctions économiques qu'on a prises n'ont pas beaucoup d'effet sur lui, et que militairement, nous ne sommes pas en mesure de faire quoi que ce soit, même sous forme de déploiement de force qui n'irait pas jusqu'à déclencher la guerre. Voilà. Je le regrette, mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre. Alors, monsieur. Est-ce que vous pensez que les foucades du président Trump peuvent être un puissant catalyseur pour que les pays européens puissent monter vraiment une politique étrangère commune? Est-ce que ça ne va pas aider? Oui. Alors je l'espère. Je l'espère. Ça a eu un effet extrêmement profond en Allemagne. Alors nos amis allemands, il y a sans doute dans la salle des gens qui connaissent bien l'Allemagne, peut-être même qui sont allemands, qui ont des amis ou des parents allemands. Nos amis allemands ont un tempérament très, très différent du nôtre. Et notamment, leur temps de réaction est assez lent. Par contre, quand ils ont pris en compte une réalité nouvelle, ils en tirent toutes les conséquences. Et c'est là d'ailleurs que la relation franco-allemande est intéressante, si nous sommes capables d'additionner nos qualités. Nous, au contraire, on réagit très vite au quart de tour. Mais une fois qu'on a réagi, on passe à autre chose. Donc,
De ce point de vue, la relation la plus intéressante était entre Sarkozy et Angela Merkel. Sarkozy, c'est vif argent, et Angela Merkel, prudence. Mais les deux additionnés, c'est assez bon. Et là, nos amis allemands auront mis beaucoup de temps à comprendre ce que les Américains nous disaient, leur disaient depuis George Bush, ce que l'excellent Obama n'a cessé de dire et de montrer, notamment dans l'affaire libyenne, que désormais, il ne considérait plus, depuis la fin de la guerre froide et la fin de l'URSS et la dissolution du pacte de Varsovie, il ne considérait plus la sécurité de l'Europe comme une priorité majeure de la sécurité américaine. Alors que les deux étaient totalement liés sous la guerre froide. Alors comme Obama le disait avec une très grande courtoisie, les Allemands n'ont pas entendu. Trump arrive, il éructe dans ses tweets, en disant les Européens, j'ai rien à foutre, l'OTAN, ça sert à rien, c'est les Américains qui payent pour des Européens ingrats. Alors là, tout le monde panique à bord. Et ça n'est que depuis 2 ans, oui, en gros, depuis l'élection de Trump et la confirmation des foucades et des inconséquences de Trump et de l'isolationnisme de Trump. Je parlais d'égoïsme national aveugle, il en est la démonstration parfaite. Et la diplomatie, enfin, l'homme d'État, c'est celui qui passe de l'égoïsme national aveugle à un égoïsme national éclairé. Évidemment qu'il faut que nous soyons des égoïstes. Des égoïstes éclairés, des égoïstes intelligents. L'égoïsme national éclairé de la France, c'est faire marcher l'Union européenne. Quand les Britanniques sortent, c'est de l'égoïsme national aveugle, donc ils vont ressentir très rapidement les inconvénients. Et donc, les Allemands sont convaincus, les Polonais pas encore tout à fait. Mais tout de même, quand, là aussi, la France, le président Hollande d'abord, puis le président Macron, ont proposé, et ont fini par obtenir la mise en place du début d'une Europe de la défense, les Polonais ont été tout de suite dedans. Et ça, c'est une évolution très spectaculaire, parce que dans les années 90, les Polonais libérés du communisme ont voulu à tout prix, les Polonais et les autres, adhérer à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne. Pour eux, la liberté, la démocratie, c'était l'OTAN, et puis l'économie, la prospérité, c'était important, mais ça viendra après, c'est l'Union européenne. Et ils se rendent compte que maintenant, en réalité, si les Américains, surtout avec un président erratique, ne seront pas forcément là, de toute manière, derrière Varsovie, il y a Berlin, et puis il y a Vienne, et puis il y a Paris, et voilà, les Européens seront toujours là. Donc je crois que ça peut nous aider, et qu'il faut en profiter. Et il ne reste plus qu'1 an pour en profiter. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là, en fait? Alors oui, déjà, il y a eu cette mise en place d'un début d'Europe de la défense, avec un budget qui va être mis au point d'ici la fin de l'année. On va y consacrer probablement 20 milliards d'euros pour les commandes de matériel commun, notamment l'avion de combat commun, qui sera essentiellement franco-allemand, le char de combat commun, qui doit également être, disons, germano-français, et puis la définition, alors c'est là que j'évoquais tout à l'heure la politique étrangère commune, la définition des priorités diplomatiques de l'Union européenne, la mise au point de ce qu'on appelle un livre blanc de la sécurité européenne. Si nous nous dotons d'une armée commune, c'est pour faire quoi? C'est pour faire face à quel type de menaces? Alors notamment, c'est pour dissuader, non pas pour attaquer, mais pour dissuader les Russes de continuer à manger petit à petit les pays voisins. C'est pour dissuader tel ou tel pays du sud de la Méditerranée de se comporter de telle ou telle manière. Voilà. Ça se fait. Et alors, nous sommes, dans cette année 2019, dans une période un peu de transition, puisque le pouvoir exécutif européen, la Commission européenne change, et la nouvelle Commission sera investie dans les prochaines semaines. Le nouveau président du Conseil européen, qui était le Polonais Donald Tusk, va être remplacé par le Belge Charles Michel, qui prendra ses fonctions le 1er décembre ou le 1er janvier prochain. Donc c'est au début de l'année prochaine que les initiatives fortes pourront être
entreprises dans tous les domaines, et j'appelle de mes voeux, alors je le dis ici en privé, je l'ai écrit, je le réécrirai en public, ou on dirait en public dans les médias, l'initiative du président français pour mettre le vote de la France à l'ONU ou dans d'autres instances internationales au service de l'Union européenne. La même question sous un autre angle, l'angle Brexit. Oui. Les Européens se sont montrés tout à fait solidaires dans la négociation. Oui, absolument. Et ça a été, je crois, une surprise aussi. Oui. Et d'autre part, ça a montré la force des liens, donc ça donne à réfléchir. Est-ce que là aussi, on va dans le bon sens? Oui, oui, absolument. Le Brexit, vous avez tout à fait raison de relever ça, j'aurais dû le citer comme un des exemples les plus spectaculaires de la solidarité réelle. Aucun de nous n'imaginait ce qui s'est passé. On pouvait penser que le référendum avait une chance sur deux, c'est ce que disaient les sondages, d'aboutir à un vote en faveur du Brexit. Par contre, notre crainte à tout le monde était le lendemain que les Anglais nous divisent. D'autant qu'il faut savoir que les Anglais sont les meilleurs diplomates du monde et les meilleurs parlementaires du monde. Pour une raison, dans le cas des parlementaires, pour une raison simple, c'est qu'ils ont 100 ans d'expérience de plus que nous. Ils ont inventé la démocratie parlementaire au XVIIIe siècle, et nous, disons, à la fin du XIXe. Alors, ça fait sourire, vous avez raison de sourire quand on dit ça, sauf que moi qui ai été au Parlement européen pendant 20 ans, 25 ans avec des Anglais, les Anglais sont beaucoup plus forts que moi. Beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce que ils sont là-dedans comme les poissons dans l'eau. En plus, nous, Français, depuis la Ve République, le Parlement, c'est pas notre tasse de thé. C'est-à-dire que le seul pouvoir important, c'est le pouvoir exécutif. En Angleterre, c'est très différent parce que la Chambre des communes, arrêtez, l'Angleterre a un souverain qui n'est pas le peuple. C'est une démocratie. Et le souverain n'est pas le peuple. Et ils ne disent pas le peuple souverain. Le souverain, c'est la reine. Mais comme c'est une démocratie, c'est la reine en son conseil. Et le conseil est élu par le peuple. Et avec le temps, le conseil a pris une telle importance que la reine ne sert plus à rien. D'ailleurs, elle fait la preuve dans le Brexit qu'elle ne sert plus à rien du tout. Bon. Les Windsor ont un avenir peut-être difficile qu'ils attendent. Mais les conséquences de tout ça, c'est la Chambre des communes élue par le peuple qui est le souverain à Londres. Deux conséquences. Un, ils n'ont pas de constitution écrite. Ils en étaient fiers jusqu'à une période récente. Tout simplement parce que tout ce que vote la Chambre des communes a valeur constitutionnelle, puisque c'est le souverain. Deuxième conséquence, depuis le premier jour, ils vivent très très mal le fait qu'on vote des lois à Bruxelles et que ces lois s'appliquent directement aux citoyens britanniques alors qu'elles sont passées par-dessus la tête du souverain qui est la Chambre des communes. Et donc ils ont une vraie difficulté à admettre ça. Et ça a joué un rôle dans la décision du Brexit. Donc, habile parlementaire, au sein du Parlement européen, à la grande époque où toute la gauche anglaise, le Labour, était active et puissante au sein du groupe socialiste, toute la droite, les conservateurs, étaient actifs et extraordinairement puissants, extraordinairement influents au sein du parti de droite, centre-droite, qui s'appelle le Parti populaire européen, dont j'étais membre. Les Anglais étaient les rois du pétrole dans le système. Au sein du Parti populaire européen, ils avaient le leadership, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelait le coordinateur, celui qui prépare les votes, dans les 7 plus grandes, plus importantes commissions du Parlement. Il y a 22 commissions, beaucoup de commissions au Parlement européen, certaines sont bien plus grandes que d'autres. Dans les commissions vraiment importantes, c'était tantôt des Allemands, tantôt des Anglais. Les Allemands parce qu'ils sont numériquement plus nombreux, les Anglais parce qu'ils sont plus mal. Et puis alors, ça commençait à se dégrader lorsque Cameron, arrivant au pouvoir, a considéré que ce n'était pas normal que ces députés conservateurs
siège au Parti populaire européen, qui est un parti fédéraliste. Alors que les conservateurs anglais étaient toujours très, très eurosceptiques, et il a commis l'erreur tactique assez importante d'obliger ses députés européens à quitter le Parti populaire européen pour former une espèce de tribu d'Indiens à eux, où leur influence a beaucoup baissé. Néanmoins, compte tenu de ces qualités, nous nous sommes dit les Anglais n'auront aucun mal à nous diviser, et la négociation du Brexit va être extrêmement douloureuse pour nous. En outre, il y avait la crainte que l'exemple du Brexit incite d'autres pays à partir, et notamment aux Pays-Bas, en Pologne, dans des pays d'institutions très différentes. Il y avait des voix qui s'étaient élevées avant le référendum britannique pour dire, après tout, si les Anglais le font, pourquoi pas nous, on ne va pas s'emmerder, etc., etc. Là-dessus, au lendemain du référendum britannique, qui a été un coup de tonnerre, les Pays-Bas se rendent compte que Rotterdam est le premier port de l'Allemagne, accessoirement du Benelux, et que s'ils s'en vont, il n'y a plus d'économie néerlandaise. Les Polonais font leurs calculs et réalisent qu'ils vont perdre 10 milliards d'euros. Et donc très vite, on s'est rendu compte que personne n'était tenté. J'ajoute que la confusion, puis le chaos qui se sont mis à régner depuis maintenant 3 ans à Westminster, a achevé de décourager tous ceux qui auraient été tentés de suivre cet exemple. Et alors, par contre, les 27 sont restés unis, notamment parce qu'il y a eu une habileté diabolique de la part de Juncker, le président de la Commission européenne, et de son négociateur, notre concitoyen Michel Barnier, qui a consisté à dire on va négocier d'abord la partie budgétaire. Les Anglais se sont engagés, comme nous, à financer le budget européen jusqu'en 2020, jusqu'à y compris 2020. Nous sommes en 2016, c'était il y a 3 ans. Donc, ils nous doivent 4 années de contribution. Et donc, de toute façon, ils nous doivent 60 milliards. Et là, sur ce sujet, les 27 étaient totalement unis, puisque ces 60 milliards qu'on se répartit entre nous. Et alors là, les Polonais ont marché comme un seul homme. Et les pays d'Europe du Nord qui sont assez pingres aussi également. Et du coup, alors en plus, Michel Barnier a été extraordinairement efficace, il a été plus britannique que les Britanniques, en faisant sans arrêt le tour de toutes les capitales des 27, expliquant chaque semaine qui il voyait, ce qu'il disait, etc. Et en face, on a découvert, et les Anglais eux-mêmes ont découvert, les limites de leur système parlementaire. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de regarder les débats et les votes à la Chambre des communes. Moi, je les ai tous regardés. C'était d'ailleurs assez facile, assez pratique comme horaire, parce que pour des raisons qui m'échappent, tous les débats et votes importants au Royaume-Uni ont lieu le soir, à 7h, 19h, heure locale, c'est-à-dire 20h chez nous. Donc, en rentrant du bureau, on peut regarder ce spectacle qui est meilleur que n'importe quelle série politique. C'est extravagant. La vie politique américaine depuis Trump et la vie britannique depuis le Brexit, mais au chômage tous les scénaristes de séries politiques, c'est inouï. Et en même temps, c'est un spectacle pathétique parce qu'on voit sous nos yeux la démocratie parlementaire britannique tomber en poussière. Ça ne fonctionne plus. C'est dit qu'il n'y a pas de constitution écrite. Ah oui, on n'en a pas besoin parce qu'on fait appel au précédent. Au précédent, le Royaume d'Angleterre n'a jamais eu à quitter l'Union européenne avant. Et donc, le dernier précédent qu'ils ont utilisé au printemps dernier, c'était un précédent de 1604. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler du speaker, du président de la Chambre des communes, qui a lui-même d'ailleurs
un look et un costume et des cravates de clown, qui manque de dignité, mais qui n'a pas manqué de courage et qui avait un vrai sens de sa fonction. Mais il s'est donné le pouvoir en vertu de précédent de 1604 de décider, d'accepter ou de refuser qu'un amendement soit mis à l'ordre du jour. Il y a 15 amendements déposés, il dit bon, moi j'accepte celui-là, puis les autres non. Il a excipé d'un autre précédent de 1600 et quelques pour refuser que Theresa May présente une troisième fois le même texte à la Chambre des communes qui avait refusé 2 fois précédentes, etc. Boris Johnson, nouvellement Premier ministre, archibattu dans tous les votes, déclare qu'il s'en fout parce que de toute manière, enfin pardon, ça m'est égal, he doesn't mind, parce que de toute façon il n'appliquera pas le texte. Enfin, tout ça est effrayant. Ils ne savent plus, absolument plus où ils en sont, et ils découvrent ce que malheureusement les partisans du Remain, de rester dans l'Union européenne, ont été incapables de plaider pendant la campagne référendaire, c'est que pour un pays, quel qu'il soit, en particulier le Royaume-Uni, quitter l'Union européenne, c'est se placer dans un dilemme infernal. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou bien, ivres d'avoir retrouvé leur souveraineté, la souveraineté de la Chambre des communes, que désormais on n'oubliera plus jamais à Bruxelles. Ils se dotent désormais pour l'avenir de lois nouvelles britanniques. Et je prends l'exemple en matière bancaire et financière. Grâce au savoir-faire de la City de Londres, bien que le Royaume-Uni ne soit pas dans l'euro, le Royaume-Uni est de loin, de très très loin, la première place financière de l'Union européenne. C'est même la première ou la deuxième du monde. Pourquoi? Parce que toutes les règles bancaires, assurantielles, financières, produits financiers, marchés financiers qui s'appliquent à Londres sont les mêmes que dans l'Union européenne. Ce sont des règles européennes qui sont fabriquées à Bruxelles avec le concours des Britanniques, notamment de ces parlementaires britanniques, dont je disais la qualité tout à l'heure, et qui étaient donc très bien placés pour veiller à ce que les règles que nous adoptions à Bruxelles soient favorables à la City. Et nous l'acceptions puisque c'était les meilleurs de nous, et c'était, tant que les Anglais étaient là, nous avions tous intérêt à ce que la City fonctionne bien. Mais si ils choisissent le premier terme de l'alternative, nous reprenons la possibilité d'avoir nos règles à nous. S'ils se dotent de règles financières différentes de nous, ben, l'influence, la diffusion de la City va se raccornir à la taille du Royaume-Uni, et voire peut-être de la seule petite Angleterre, si entre-temps les Écossais s'en vont. De la même manière que la livre sterling, qui était la première monnaie mondiale il y a encore 120 ans, aujourd'hui est une monnaie, on dirait en anglais paroissiale, parochial currency, qui ne s'applique que dans les îles britanniques pour des raisons folkloriques, qui n'a plus aucune influence internationale. Et ça serait la mort de la City. Ou bien, ce qui serait évidemment leur intérêt, et d'une certaine manière le nôtre, la logique, veut que le bon sens, ils disent, bon ben, nous continuerons à appliquer les règles européennes, sauf que ces règles européennes, ils ne participeront plus à leur élaboration, puisqu'ils ne seront plus là. Et donc c'est nous qui les élaborerons sans eux. Et évidemment, on fera moins attention aux intérêts de la City. Donc ils s'en sont rendus compte après coup. Et du coup, ils ne savent pas s'ils veulent être dedans ou dehors. Donc ils veulent essayer de trouver le moyen de garder un pied dedans, un pied dehors, d'avoir les avantages et pas les inconvénients, etc. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Alors j'ajoute que, au-delà de ces complications financières ou économiques, et je dirais, finance et économie, on finit toujours par s'arranger à au prix d'une crise qui dure quelques années, enfin on se relève. Mais il y a un enjeu qui est infiniment plus grave, qui est la situation en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, nous vivons dans l'idée que l'Irlande est pacifiée, que tout ça va très bien. Il y a eu des accords dits du
Vendredi Saint en 1998, il y a 21 ans, qui a mis fin à ce qui est une véritable guerre civile, qui a tué environ 800 personnes, qui opposait les catholiques et les protestants en Irlande du Nord. Sauf que on a recommencé à s'intéresser à l'Irlande du Nord quand il y a eu le référendum sur le Brexit, et on a découvert que la situation y était catastrophique. Et que si les accords du Vendredi Saint ont mis fin au conflit armé, ça n'a pas du tout été le début d'un processus de réconciliation. Et pour reprendre un exemple d'enseignement de l'histoire, en Irlande du Nord, à Belfast ou à Londonderry, où vous avez aujourd'hui encore plus de fils de fer barbelés et de murs qu'il y en avait il y a 20 ans, ce qui n'est pas très bon signe. Les petits catholiques continuent d'aller dans les écoles catholiques, les petits protestants continuent d'aller dans les écoles protestantes, et chacun y apprend à haïr le petit voisin. En tout cas, on n'y enseigne pas les vertus chrétiennes. Ce qui veut dire que si le Brexit avait lieu sans accord, on serait obligé de rétablir une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Il n'y en a plus depuis 20 ans grâce à l'Union européenne. Les deux morceaux de l'île sont dans la même situation, non seulement du point de vue de l'absence de droits de douane, mais sur les règles sanitaires, sur les produits agroalimentaires, les standards techniques sur les produits industriels, les qualifications des personnes, etc., c'est rigoureusement les mêmes. Et donc c'est grâce à l'appartenance des deux bouts de l'île à l'Union européenne qu'on a pu stabiliser le processus de paix. Il n'a pas suffi à lancer la réconciliation. Mais si on voit réapparaître des bobbies, des policiers ou des douaniers anglais en Irlande, le sang va recommencer à couler. Mais le lendemain. C'est pour ça que de plus en plus de personnes espèrent, moi évidemment le premier, que la date du 31 octobre sera bien l'échéance respectée par tout le monde et qu'à cette date, on aura trouvé le moyen de permettre au Premier ministre britannique de sauver la face et de faire accepter par une majorité à la Chambre des communes ce que Mme May n'avait pas pu faire accepter par Boris Johnson lui-même à l'époque. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, en effet, les 27 sont restés unis. Et au fond, dans les épreuves, l'affaire migratoire a été très spectaculaire. Encore une fois, elle n'est pas encore purgée, elle n'est pas encore réglée, mais elle nous a profondément divisés, mais c'est un peu une exception. Face à la crise financière, je ne sais plus où on était à l'époque, les membres de l'époque sont restés très, très unis et finalement, dans la douleur, ont quand même accouché de programmes de soutien à celles des économies qui étaient le plus en difficulté. Sur le défi climatique, ça ne s'est pas fait en un jour. On a eu un premier rendez-vous à Copenhague qui s'est mal passé, puis après, à la conférence de Paris, on a enregistré l'unité de l'Union européenne. Sur cette épreuve du Brexit, les Européens ont été unis. L'avenir du Royaume-Uni est très, très, très préoccupant. Très préoccupant. Voilà. Bien, écoutez, je crois que let's call it a day, comme on dit alors.